Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être venus en masse. Je crois que la salle est même un peu serrée, alors désolé pour ceux qui sont debout, je compatis et je reste debout avec vous. Je vais me présenter, déjà je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui et de parler d'un sujet qui me tient à cœur pour deux raisons. Je vais essayer de développer ce sujet qui est quel est le futur pour le commercial B2B de demain. Donc on est aujourd'hui dans le temple de l'inbound marketing, donc beaucoup de choses autour du marketing. Moi je vais vous parler aujourd'hui de la vente, un sujet que je maîtrise mieux que le marketing. Et je vais essayer de développer quelques concepts, quelques idées autour de la vente de demain, comment elle va se faire, avec qui, quelles vont être pas forcément les nouvelles méthodes, mais les nouvelles approches, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, à quoi on fait face avec notamment l'intelligence artificielle, l'inbound marketing, l'automation, etc. Donc juste pour me présenter, donc moi je suis Loïc Devanne, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Bypass, qui fournit des outils de sales intelligence justement aux commerciaux. Donc c'est pour ça que je vous dis ça me touche à double titre, puisque moi j'ai eu un parcours commercial pendant un peu plus d'une quinzaine d'années où j'ai occupé quasiment tous les postes de la fonction commerciale, passant de la prospection à la vente sur le terrain, responsable commercial, directeur commercial, embaucher les équipes, les manager, etc. Donc j'ai touché à peu près tous les domaines pendant une quinzaine d'années, plutôt dans l'univers donc B2B. Je vendais des softs, donc des logiciels pour les RH. Et j'ai fondé mon entreprise il y a 4 ans maintenant, toujours autour du même thème, comment améliorer l'usage pour les commerciaux de l'information. Donc toujours dans cette veine d'automatiser, d'industrialiser, de donner des outils pour que les gens soient plus performants. Et en préparant ce sujet-là, je me suis dit, tiens, on se pose des questions, effectivement, comment ça va se passer demain, comment ça se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'arriver, quels sont peut-être les nouveaux modèles qu'on va mettre en place. Donc c'était assez intéressant de faire une petite introspection sur ma vision, la vision du marché. Donc j'ai aussi écouté pas mal de speakers ces derniers temps, ces dernières années. Je rencontre beaucoup de clients aujourd'hui et notamment les équipes commerciales et je vois comment ça se passe chez les clients et plus particulièrement toujours pareil dans ce segment B2B. Et donc je vais essayer de vous donner moi ma vision des choses, d'essayer de synthétiser quelque chose. Et puis on essaiera de garder 5 minutes, si je peux, 5-10 minutes à la fin, si vous avez des questions et si on peut échanger, parce que le but, c'est avant tout d'échanger. Donc j'ai essayé de faire des slides, vous allez voir, des slides visuels pour éviter voilà, les textes. Donc la première des choses, c'est cette menace qu'on ressent. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc là, je reprenais l'affiche d'un film qui s'appelait iRobot. On l'a vu, que ce soit dans la vente, dans le marketing, dans tout un tas de domaines, on robotise et en fait, on laisse de moins en moins de place à l'humain. Et tout un tas de tâches, que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres domaines, sont automatisées. Et donc, on va pousser petit à petit les hommes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et ça va être un des axes fondamentaux également dans la partie sales. Donc, dans le marketing, vous l'avez bien vu et vous allez le voir toute la journée, marketing automation. Donc, on va retrouver ce mot automation, comment on peut automatiser les choses, comment on peut toucher en masse les personnes, comment on peut reproduire les actions. La vraie menace aujourd'hui, c'est tant qu'on reproduisait sans intelligence, c'était pas mal parce que finalement, l'homme avait toujours sa place dans le process. Là, ce qui arrive, la menace, c'est quand même l'intelligence artificielle. C'est de se dire, non seulement le robot, il va pouvoir potentiellement faire à la chaîne avec une vitesse bien meilleure que l'humain, mais en plus, il va être doté d'intelligence et peut-être que ce qu'il va faire demain sera plus intelligent que ce qu'on fait nous. Donc vous voyez déjà, quand on conduit une voiture, on utilise Waze, il nous fait passer par les meilleurs chemins. On se dit, si c'est nous qui étions au volant seul, on serait peut-être moins performant que quelqu'un qui suit bêtement en fait un Waze ou un GPS intelligent. Donc on est face à cette menace.
Moi, je me suis un petit peu documenté. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les diverses annonces. Il y a 2 ans, Forrester, un cabinet américain, a annoncé la suppression en 2020. Ah oui, donc c'était il y a 2 ans, 2020, donc lui il le donnait à 5 ans, c'était en 2015 pour 2020. Il disait que 1 million de commerciaux B2B allaient, ah ouais, j'aime pas trop le mot, mais disparaître, en tout cas ne plus avoir d'emploi aux États-Unis. Donc bon, voilà, c'est des annonces un peu choc. Forrester, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas non plus des charlatans, hein. C'est des gens qui font des études avec des gens qui ont la tête bien faite et qui analysent l'impact du marketing, l'impact des nouveaux outils, l'impact de l'intelligence artificielle, chatbot, on va peut-être en reparler tout à l'heure, tout ce qu'on peut automatiser sur la fonction commerciale. Donc en fait, il y a des pans entiers de la fonction commerciale qui vont être plutôt toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Alors ça a commencé, on l'a vu, hein, par les call centers, des répondeurs intelligents, les chatbots. Maintenant, je suppose que certains d'entre vous reçoivent des mails. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive tous les jours. Je reçois un mail assez personnalisé. On me propose parfois même des dates de dispo pour me rencontrer. En fait, c'est un robot derrière, hein. Personne m'a écrit. Et si je réponds pas, il va m'en renvoyer un 2 jours plus tard. Et si je réponds pas, peut-être que ça sera 7 jours plus tard. Et si je réponds, il va me renvoyer une autre réponse, etc. Donc, on est au début. Bon, je me suis fait avoir le premier mail, hein. Le premier mail, je dis, ouais, je suis dispo sur Paris, venez, il n'y a pas de problème. Je me suis fait avoir la première fois. Après, on se fera de moins en moins avoir. Mais l'intelligence va évoluer et on va rentrer là-dedans. Donc, la première menace, c'est ça. Euh, on le sent, on y est. On a des premières applications sales marketing en premier d'ailleurs. Il y a beaucoup d'outils, mais sales aussi qui arrivent pour remplacer même un dialogue one-to-one avec un peu d'intelligence. Et demain, peut-être qu'il y aura une voix synthétique au téléphone qui vous prendra et qui fera déjà toute une partie du cycle de vente avant de vous transmettre peut-être à une personne physique ou peut-être même sur certains produits, sur certaines solutions à faible valeur ajoutée, peut-être que le cycle de vente se fera complètement en ligne avec une sorte de robot qui vous parlera. Donc ça c'est vraiment possible. Euh, il y a, ce matin, je regardais, donc moi j'avais préparé sur cet article, et ce matin je regardais, je ne sais pas si vous connaissez Jack Ma, c'est le fondateur de Alibaba. C'est quelqu'un qui est arrivé il y a, bon, Alibaba, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, qui a supplanté tout le monde, hein. Donc comme quoi c'est possible, hein, de supplanter encore les géants américains. Donc c'est un Chinois qui a créé Alibaba, qui est un site énormissime et qui va bientôt déferler en Europe. Vous allez le voir dans 2-3 ans, ça, on en parlera de plus en plus pour ceux qui ne connaissent pas. Lui, il disait 800, il parlait de 800 millions d'emplois qui allaient être détruits par l'intelligence artificielle. 800 millions d'emplois. Alors, j'ai pas retenu la date exacte de sa, de sa, enfin, je veux dire de l'échéance et de ce qu'il voyait, mais pareil, l'intelligence artificielle. Alors, il parlait pas que des sales, il parlait de tout métier confondu. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos dans les hangars où on déplace les entrepôts, on déplace comment dire, les marchandises automatiquement, tout est fait, donc il n'y a même plus de caristes, voilà. Donc tous ces métiers-là, on sent bien à faible valeur ajoutée qui vont être touchés. Euh, donc ça fait parfois un peu froid dans le dos. Et en même temps, on se dit, et les sales, est-ce qu'ils vont pouvoir être touchés, oui ou non? Bah oui, ils vont pouvoir être touchés. Et donc, il va falloir, pour les commerciaux, s'il y a des commerciaux dans la salle, s'il y en a dans vos équipes, il va falloir qu'ils se remettent fortement en question pour pouvoir, justement, ne pas faire partie de cette vague et de cette menace. Donc, la promesse, c'est quoi? J'aurais pu faire un discours très simple aujourd'hui en vous disant, bah, c'est la nouvelle technologie, il y a tout un tas d'outils. Moi, j'en vends d'ailleurs, c'est génial, on va devenir voilà, comme de Minority Report, on va devenir des as de la techno. Oui, aujourd'hui, la technologie, il y en a beaucoup, il y a de la data, il y a des insights, l'IA peut être aussi utilisée. Donc, le premier réflexe, c'est de se dire, ok, il y a cette menace, bon, bah, je ne vais pas être contre le progrès, hein. Le progrès, il y en a eu, il y en aura toujours. On va embrasser le progrès, on va essayer de voir comment on pourrait utiliser à bon escient, équiper nos commerciaux, équiper nos marketeurs avec ces nouvelles technologies pour qu'ils soient de plus en plus performants et qu'ils collent au marché. Donc oui, effectivement, la promesse, c'est d'avoir quelqu'un demain, et ce sera peut-être le cas, et ce sera sûrement le cas, ça arrive déjà, nous on en équipe beaucoup, qui auront des outils. Alors aujourd'hui, c'est des outils web, c'est des applications, c'est assez simple, mais demain, on peut imaginer, encore une fois, j'ai vu là récemment des petites lentilles qui se mettent sur l'œil et qui vous donneront demain un peu en
comment on appelle ça, en réalité augmentée, des informations. Donc imaginons là, je vous vois dans la salle, ça pourrait me dire sur chacun d'entre vous tout de suite reconnaissance faciale, qui c'est, où elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait. On a la technologie pour le faire. Donc je pense que dans 2-3 ans, j'aurai une petite lentille, je parlerai à une audience et je saurai qui fait quoi, qui est intéressant, qui n'est pas intéressant, à qui je peux vendre quoi, etc. J'aurai peut-être aussi une oreillette qui me dira, ah bah tiens, il y a tel sujet, il y a tel mot qui a été prononcé dans la salle. Hein, vous connaissez les dernières box là qu'on met dans les maisons, il y a un mot qui est prononcé, il vous donne la météo, vous appelez Google, Google dis-moi ci, Google dis-moi ça, Amazon fait la même chose. Donc ça, ce sont des outils qui vont aussi aller alimenter les commerciaux de demain. Donc la vente, effectivement, elle va être high-tech. Donc on va demander aux vendeurs de maîtriser ces technologies et ils vont devoir un peu comme un passage obligé, maîtriser ces technologies. Si on parle de social selling, être présent sur les réseaux sociaux, partager, utiliser ces nouvelles technologies, ça c'est sûr, sûr et certain. Mais je trouve que c'est assez réducteur de dire aujourd'hui la promesse c'est de faire un commercial augmenté, hein, comme un combattant augmenté. Ce sera pas forcément, à mon avis, ce sera pas forcément le cas. Et je le dis avec vraiment toute honnêteté, puisque moi je suis déjà dans cette industrie où on essaie d'augmenter les gens. Mais je pense que c'est pas finalement la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, alors j'ai pris l'exemple d'Apple, je pense qu'il faut changer de modèle. Il faut passer d'un modèle de vente qu'on connaît tous, vente traditionnelle. La vente traditionnelle, c'est quoi? J'essaie de vous persuader de quelque chose. Voilà, j'arrive, je vais vous dire, ben voilà, mon produit c'est le meilleur, donc je vais essayer de vous persuader. Vous allez être pour moi des cibles, donc vous allez être pour moi des cibles de prospects. Et puis je vais vous faire une promesse. Je vais vous dire, ben, grâce à mon produit, vous allez améliorer votre chiffre d'affaires, vous allez augmenter, je sais pas, votre marge, vous allez aller plus vite, vous allez faire des économies, etc. Donc la vente traditionnelle, c'est ça, hein, c'est le commercial qui essaie de vous persuader de quelque chose avec une promesse à la fin. Voilà, donc ça c'est, et je pense qu'on va aller vers ce qu'on appelle un dispositif, j'allais dire, de vente qui va être beaucoup plus collaboratif en co-création, plutôt que de persuader. Moi, j'aime pas qu'on me persuade de faire des choses dont j'ai pas envie, hein. On va aller dans la collaboration. Donc, on va impliquer, comme on le fait dans les projets, comme ça se fait déjà dans pas mal de domaines, on va impliquer son client, son prospect, très en amont dans le cycle de réflexion, en co-création, pour générer de la valeur avec lui. D'accord? Au lieu euh, au lieu d'être une cible, ça va être un partenaire, ça va être quelqu'un avec qui vous allez travailler. Ça ne va pas être une relation client-fournisseur, mais ça va être quelqu'un avec qui vous allez collaborer. Euh, et au lieu de lui faire des promesses, de dire bah, grâce à mon produit, tu auras ça, je te vends quelque chose et je me sauve, puis après bah, tu te débrouilles avec le produit que je t'ai vendu, on va être dans le livrable, dans le résultat. Aujourd'hui, les clients, ce qu'ils attendent, c'est pas qu'on leur vende. Vous allez voir beaucoup d'acteurs ici sur la journée qui vous vendent du marketing automation, de l'e-bond, etc. Moi, je suis pas marketeur, mais je suis dirigeant d'entreprise. On me vend une solution de marketing automation ou de sales, hein. À la limite, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est du résultat. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et je veux que le résultat soit délivré. Donc, j'ai acheté une solution. Presque, j'ai pas envie de savoir comment elle fonctionne. Ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce qu'elle me rapporte à la fin de l'année. Et c'est ça qui va m'intéresser. Donc, on va être beaucoup plus dans le livrable, dans le résultat. Et ça, on va l'avoir en co-création. Alors, pourquoi j'ai pris l'exemple d'Apple? Et après, on fera le switch avec le B2B, parce que Apple, on est dans le B2C. Parce que souvent, le B2C est plus en avance. Et c'est le cas avec le marketing et le sales, hein, moi je compare la même chose. On est souvent en avance sur le B2C par rapport au B2B. Les pratiques qui ont été développées sont souvent un cran en avance, voire deux crans en avance. On l'a vu sur le marketing automation en B2B, ce qu'on fait en B2B, et c'était déjà fait en B2C il y a 5 ans. C'est en train d'arriver, mais ce sont les mêmes comment dire, pratiques, les mêmes techniques qui sont déployées. Et donc quand on prend le cas d'Apple, il y a des choses assez simples qu'on peut voir sur Apple. Si je prends mon téléphone, là, le téléphone d'Apple en lui-même, quand je vous parle de co-création, de partenariat, le téléphone d'Apple en lui-même, il vous apporte pratiquement pas de valeur. C'est un téléphone, c'est un hardware, il apporte rien. J'allais dire, le génie à un moment donné de Steve Jobs et d'Apple, c'était de dire, je vais créer une plateforme où des gens vont créer des applications, et c'est les applications qui créent de la valeur sur le téléphone. Mais le téléphone en tant que tel, il ne crée pas de valeur. Tous les autres téléphones, Samsung, n'importe lequel, pouvaient passer un coup de fil, faire une photo, on ne se battait pas sur le hardware. Par contre, c'est l'environnement, c'est l'écosystème, c'est les applications qui sont autour qui vont créer cette valeur-là. Donc, j'amène des gens à créer de la valeur, j'amène à co-créer de la valeur autour de mes produits
Je reviendrai sur cette notion de plateforme tout à l'heure. Et tous les acteurs que vous allez voir, je crois que ce matin il y avait HubSpot, mais ça peut être Salesforce ou autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des plateformes sur lesquelles d'autres vont venir créer de la valeur avec eux. On est co-créateur de valeur et on n'est pas seul à essayer de pousser tout seul toute la valeur. Ça, c'est très important. Donc Apple l'avait déjà fait dans le B2C et vraiment cette notion d'apps, je pense que c'est eux qui l'ont créé et qui ont fait vraiment une rupture sur le marché là-dessus. Autre chose qui m'est apparue, c'est la notion, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un magasin Apple, il y a un endroit qui s'appelle le Genius Bar. Ça a l'air super sympa, il faut faire la queue en fait, hein, mais ça a l'air super sympa, il faut prendre rendez-vous, limite il faut payer pour y aller. Et je vais revenir sur cette notion. Il y a un Genius Bar qui dit à un moment donné, ok, vous avez acheté un Apple, enfin vous avez acheté un téléphone ou peu importe, on a une sorte de service après-vente, mais qu'on ne va pas appeler service après-vente, hein, vous n'êtes pas chez Darty, vous arrivez et c'est Genius Bar, les gars sont smart, ils vous accueillent, qu'est-ce qui ne va pas, on s'assoit, on partage, vous avez un petit jeune qui vous explique, etc. Ils vous délivrent la promesse qu'ils vous ont faite. Ils vous délivrent la promesse qu'ils vous ont faite. Je vous ai vendu un appareil, vous n'en tirez aucune valeur, je vais vous aider à tirer de la valeur de l'appareil, de la solution, de ce que vous avez acheté. Nous, en B2B, on appelle ça le CSM. Je ne sais pas si dans vos équipes, vous avez ce genre de choses. Customer Success Management. Moi, quand j'ai lancé mon activité, un peu comme tous les gars qui créent des solutions, je pensais que ma solution, c'était la meilleure et qu'elle allait, ce que j'appelle, s'auto-porter. J'allais la mettre sur le marché, on allait l'utiliser, elle allait faire des petits, tout le monde allait s'en servir facilement parce que je l'avais pensé que pour moi, elle était géniale. Pas du tout. En fait, quelle que soit la solution, il faut avoir des gens qui vous aident à l'utiliser. Il faut avoir des gens qui vous aident à en tirer de la valeur. Donc j'ai tout de suite, au bout de 3-6 mois, créé une cellule de CSM. Je me suis inspiré de tout ce que font les éditeurs. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un éditeur de soft qui n'a pas une vraie cellule de CSM avec des gens qui vont vous aider, une fois que vous avez acheté le produit, à bien le mettre en place, à bien l'utiliser, à savoir pourquoi vous ne l'utilisez pas, à vous tenir la main, etc. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on est dans des modèles SaaS, en plus avec abonnement, on se dit que si la personne n'utilise pas et qui a mis de côté le produit, la solution, il y a très peu de chances qu'elle renouvelle son abonnement. Et comme on gagne de l'argent sur l'abonnement et sur la fidélisation, c'est un mauvais calcul de ne pas faire en sorte que le client utilise et tire au maximum de valeur de sa solution. Donc le Genius Bar, si on fait le parallèle, dans le B2C, on a le Genius Bar. Dans le B2B, on a ces fonctionnalités de CSM. Donc rapportez-les à vos métiers, dans vos métiers respectifs, et dites-vous, posez-vous la question, comment j'aide mes clients à tirer la valeur des solutions, des offres, de services, des produits que je leur vends? Et est-ce que vraiment je vais jusqu'au bout pour qu'ils en tirent un vrai bénéfice? Et la troisième chose chez Apple, et ça je l'ai perçu en revoyant l'image, tout à l'heure j'ai noté, il y a un truc assez intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu chez Apple, il n'y a plus de caisse. Moi, la première fois que je suis allé chez Apple, je me dis, bah, tout est gratuit, c'est quoi? On prend des produits, on s'en va, comment ça se passe? Il n'y a pas de caisse. C'est comme dingue, un magasin où il n'y avait pas de caisse. C'est le premier. Enfin, moi je n'avais pas vu d'autres magasins avant où il n'y avait pas de caisse. Et ça va aussi dans cette logique. Donc si on est dans une logique, tout ça, c'est pensé, c'est réfléchi. Je peux vous dire qu'il y a des armées de mecs derrière qui cogitent pour arriver à pondre un truc comme ça. Il n'y a pas de caisse, donc on enlève la vente, on est en collaboration, on est en partenariat avec le client. On ne parle pas de client, on parle peut-être de communauté, on parle de quelqu'un qui va venir vivre une expérience chez Apple. Voilà. Moi j'ai vécu l'expérience, j'ai une vision, je suis content, je ne suis pas content, mais en tout cas j'embrasse cette vision et je vais aller loin avec eux, hein. Donc ça, c'est des notions qu'il va falloir essayer, je pense, demain, et je vous rassure, les gens le font déjà, de reproduire en B2B. Je vous disais, il y a toujours un petit temps de décalage. On y est déjà en B2B, hein. Donc toutes ces notions de collaboration, de co-création, là je parle de co-innovation, on y est déjà. Ça c'est une entreprise, c'est les locaux d'une entreprise qui s'appelle OnePoint à Paris. C'est ce monsieur-là, je crois, sur la photo, qui est un fondateur de génie, quelqu'un qui est un self-made man, qui a créé une boîte extraordinaire je crois, en à peine 10 ans. Elle est passée de 0 à 3000 personnes ou 2000 personnes. Et lui, il a créé un lieu, donc c'est David Layani que je cite là. Moi, j'avais assisté à une de ses conférences qui est absolument géniale. Et lui, il a créé un lieu dans Paris. Il s'est dit à un moment donné, bon, quand on est dans Paris, les locaux coûtent très cher. La plupart des entreprises essaient de se mettre en banlieue, de minimiser les coûts sur les locaux, etc. Lui, il a pris le parti inverse. Il a dit, écoutez, moi, je vais créer un lieu. Ça va pas être des bureaux. Je ne vais pas faire des bureaux pour des bureaux. On connaissait l'open space, on connaissait sharing, share office. Je ne sais pas si vous faites ça. Moi, dans ma société, j'ai fait ça. Les gens n'ont pas de place pour s'asseoir. Normalement, ils peuvent se bouger tous les jours. Au final, ils s'assoient toujours à la même place, au même endroit. Mais bon, potentiellement, ils pourraient s'asseoir à côté. Ben lui, il allait un cran plus loin. Il a dit, moi, mon entreprise, c'est pas forcément presque un lieu pour nous avec des bureaux pour les collaborateurs, mais ça va être un lieu
pour mes clients, pour mes prospects, voire même peut-être des compétiteurs, des co-opétiteurs, je sais pas comment on appelle ça, mais un compétiteur, il y a un terme qui dit qu'on est compétiteur, mais qu'on est quand même un petit peu amis. Euh, donc il a créé un espace génial dans Paris avec un bâtiment où il investit des millions. Il a créé vraiment des zones un peu comme un incubateur dans sa propre société. Et il fait venir tout un tas de sociétés qui ont affaire à lui, avec qui il fait du business, avec qui il fait pas de business, peu importe. Il va animer des ateliers, il va animer des réflexions, il va animer tout un tas de projets de co-innovation. Et il va fédérer autour de lui, comme Apple fédère autour de sa plateforme, comme Salesforce fédère autour de sa plateforme, lui fédère autour de lui un écosystème de partenaires, de clients, de prospects qui vont créer de la valeur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met au centre du jeu. Il se met au centre du jeu. Il fait de la vente. Il fait de la vente, mais pas de la vente comme on la connaît aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle OnePoint, est-ce que vous avez besoin de transformation digitale? Non, non, il fait de la vente autrement. Il amène les gens à venir vers lui. C'est un peu l'inbound, hein. C'est pour ça que je me cale un peu sur le sujet d'aujourd'hui, hein. L'inbound, c'est quoi? C'est de pas dire bonjour, j'ai des produits, j'ai des produits, j'ai des produits. C'est dire, il y a un certain nombre de sujets que j'explore, sur lesquels je peux vous apporter de la valeur. Venez chercher de la valeur chez moi. Et à un moment donné, quand vous aurez un projet, c'est peut-être vers moi que vous allez vous retourner parce que vous savez que je maîtrise ces aspects, parce que vous savez que je suis expert dans ce domaine-là. Mais lui, il a fait la même chose au niveau de sa société. Il recrée, ce qui est très intéressant, c'est qu'il recrée aussi de l'humain. Il est dans un métier où on digitalise beaucoup. Ah, lui, il fait que de la transformation digitale. En fait, il aide les entreprises, un peu comme moi, à mettre du digital. Donc, clairement, à mettre des écrans, des applications, etc. La techno, hein. Mais au final, il recrée des environnements très humains où les gens se rencontrent un peu comme aujourd'hui, hein. On est tous ensemble, on peut réécouter, on peut réfléchir ensemble. Et il recrée ces événements, comment dire, ces lieux de vie qui lui permettent, in fine, bah, de continuer à faire du business et d'avoir un cercle vertueux absolument énorme. Alors, le slide suivant, j'aime bien parce que on va parler de. Je ne sais pas si quelqu'un reconnaît le film. Non, personne? Love Actually, voilà. Donc là, c'est la déclaration d'amour à la fin dans les films romantiques, c'est top. Là, on arrive, c'est le summum. Il sort les panneaux un par un, comme ça, il fait sa déclaration, c'est génial. Euh, alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Regardez le mot qui a écrit en haut, chaleur ajoutée. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que ça veut dire, la chaleur ajoutée. Je vous le dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'invente pas beaucoup de concepts. C'est Michael Aguilar, j'étais à une de ses conférences, je ne sais pas si vous connaissez Michael Aguilar, qui a parlé de chaleur ajoutée. Je trouvais ça génial. J'ai noté le nom, je me suis dit, putain, c'est une terminologie qui est géniale. Pourquoi? Parce que elle va complètement cristalliser ce que je vais vous raconter. C'est quelque part la pyramide de Maslow pour le sales. Donc, la pyramide de Maslow, tout le monde connaît, un besoin de survie, on s'équipe, besoin d'estime, machin, appartenance, donc on monte en grade. Pour le sales, c'est pareil. On disait tout à l'heure, l'avenir du commercial de demain, bah, s'il reste en bas de la pyramide à faire de la prospection, à faire de l'approche directe, en gros, on n'a plus besoin de lui, il y a des outils qui vont le faire automatiquement. S'il monte d'un cran et qu'il est dans le rôle de conseil, expert, c'est déjà mieux. Bon, il peut donner son avis, il peut comprendre une problématique, il peut répondre, c'est déjà mieux. Mais l'étape ultime, en fait, du commercial, et ce qu'on va attendre demain du commercial, c'est se différencier, d'apporter de la valeur différente de ce que peut faire un robot. Donc Jack Ma, le gars de Alibaba, ce qu'il dit sur les 800 millions d'emplois qui vont disparaître, le message qu'il porte, c'est apprenez tout de suite à vos enfants des disciplines sur lesquelles les robots ne peuvent pas se positionner. Le sport, la musique, la peinture, etc. Donc des choses qui seront différenciantes par rapport à ce que l'intelligence artificielle va faire. Et encore, quand je dis musique, là, je suis en train d'y penser. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a maintenant des robots qui créent des musiques automatiquement. C'est absolument dingue. Donc même dans la musique, c'est pas sûr qu'on arrive à le faire. Mais donc la chaleur ajoutée, c'est quoi? C'est d'être au summum de cette pyramide et d'arriver à créer de l'émotion chez son prospect, de lui faire vivre une émotion dans la vente. Donc ça peut passer à travers une expérience. Quand on arrive chez Apple, on a quand même une sorte d'émotion. On arrive dans ce lieu. Quand on arrive chez OnePoint, je pense qu'on a quand même une émotion. Quand on arrive au couvent ici, il y a quand même une émotion. Le lieu en fait partie. Il y a une expérience aujourd'hui. Je pense que vous allez peut-être dans 2 ans ou 3 ans vous rappeler de deux choses. Bah tiens, j'étais allé au couvent, c'était superbe. Voilà. Après, ce qu'ont dit les gens, peut-être pas. Mais l'émotion, ce qui est hyper intéressant, c'est elle fixe la notion. Elle fixe dans le cerveau. Alors je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne suis pas calé là-dessus de médecine ni de science. Mais en gros, dans le cerveau, il y a une partie qui est, quand elle est touchée par l'émotion, fixe la mémoire.
On se rappelle souvent d'un instant précis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une émotion, la naissance de votre enfant, un mariage, etc. On arrive à fixer des dates, on arrive à fixer dans notre mémoire à jamais des choses parce qu'il y a eu une émotion. S'il n'y a pas d'émotion, en fait, ça va être relégué, le cerveau va le descendre. Et donc le discours, alors, c'est un peu gourou tout ça, hein, mais le discours commercial, la vente, elle va aussi passer par ça. Elle va aussi passer par le fait qu'à un moment donné, les commerciaux de demain, s'ils veulent se différencier de l'intelligence artificielle, il va falloir qu'ils aillent sur un domaine qui n'est pas, comment dire, aujourd'hui en tout cas, et c'est pas pour tout de suite, préemptable par l'intelligence artificielle, qui va être de créer cette émotion. C'est pour ça que je parle de chaleur ajoutée, donc ça c'est ce que disait Michael Aguilar. Je trouvais le mot génial parce que ne parle plus de valeur ajoutée, mais de chaleur ajoutée, et je trouvais le jeu de mots assez intéressant. Euh, euh, et donc c'est un sujet que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, créer, surprendre. Voilà, il surprend sa petite amie avec ça, et en la surprenant, il va créer une émotion, et donc hop, il va lui vendre son concept, c'est de repartir avec la fille. On est tous des vendeurs, hein, je finirai là-dessus, mais on est tous des vendeurs. L'expérience aussi, donc on est toujours dans la même veine. Je crée de l'émotion, je crée une expérience, on l'a vu chez Apple, mais il faut vous positionner aussi avec vos clients. Et le commercial de demain, c'est quelqu'un qui va devoir faire vivre des expériences à ses clients. Il va falloir que son client se sente unique, très difficile. C'est ce qu'on essaie de faire avec le marketing automation aussi, hein. Je fais toujours le lien avec la thématique d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire en masse. En fait, la problématique, elle est là. On essaie de faire quelque chose en masse, répéter systématiquement la même opération, et qu'elle soit considérée ou vécue par le client ou par le prospect comme unique. Donc, je vais faire un message massif, et chacun doit le percevoir comme étant adressé pour lui. C'est mon fameux email envoyé par mon chatbot là. Moi, j'ai l'impression qu'il me parlait à moi, mais en fait, il parlait des 10 000 personnes. Et puis, au deuxième coup, si je réponds ça, bon, il y a tout un scénario, etc. Bon, aujourd'hui, c'est basique, on arrive à les juger, mais voilà, on va être là-dedans. Donc, comment faire vivre une expérience unique à son client? C'est un peu comme la chaleur ajoutée. Et il y a une notion là-dessus, c'est que dans la vente, moi, je dis souvent en B2B. Je ne sais pas si certains, enfin, je pense que vous êtes plutôt tous en B2B, mais en B2B, moi, je dis souvent à mes commerciaux, quand je les enferme dans une salle et que je leur prends la tête le lundi matin en réunion commerciale, je leur dis, les prospects, les clients n'achètent pas une solution, ils achètent des personnes. On vend à des personnes, on ne vend pas une société. Donc c'est des personnes qui achètent des personnes, et on vend à des personnes. Ça reste humain. Et donc il faut arriver à avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors c'est un concept que je ne vais pas déployer aujourd'hui, qui est assez pareil, un peu gourou, qui est en train d'arriver des États-Unis. C'est tout autour du mindset, être aware par rapport aux gens, avoir une énergie, préparer son rendez-vous, être dans un bon état d'esprit. Parce que nous, en France, en gros, c'est traduit par la règle des 3-20 ou des 4-20. Je ne sais pas si vous connaissez, 20 premières secondes, 20 premiers mots. Quand vous êtes un vendeur chez Sephora, 20 cm de votre visage, il faut sourire. Voilà, il y avait les 3-20. Mais en gros, on est là-dedans. On est dans cette idée de dire, il faut que l'expérience, elle soit réalisée, propre, qu'on ait un bon impact, et qu'on puisse générer, comme je disais tout à l'heure, toutes les conditions de la vente, et que c'est pas juste de la solution, c'est pas juste des prix, c'est avant tout, on va acheter une personne avec qui on va travailler demain. Et je pense que tout à l'heure, je parlais de collaboration, de partenariat. Ce qui est hyper intéressant, si vous voulez, c'est que quand on travaille en partenariat ou en co-création, en collaboration, on n'est plus dans cette relation client-fournisseur. Et il va falloir considérer demain vos prospects comme des ressources qui vont pouvoir vous apporter autant que vous pouvez leur apporter des choses. Et ça, c'est un peu le switcher un peu ce modèle-là. Donc l'expérience unique est très importante également. Et donc, avant d'arriver sur les questions, je vais essayer de finaliser. Voilà, dernier slide. Alors pourquoi ce slide? Pourquoi les acteurs Hollywood? Pourquoi les awards? On parlait tout à l'heure de Love Actually. Demain, le commercial, plus que jamais. Alors, on entend parler, hein, dans les sociétés, les bons commerciaux. Déjà, on les appelle des stars, hein. Je ne sais pas si vous les appelez comme ça. Nous, on les appelle des stars. Pourquoi? Parce que, alors, pas star au bon sens du terme, hein, plutôt péjoratif. Il fait sa star, on peut rien lui dire. Il arrive à l'heure qu'il veut, mais comme il ramène du chiffre, bah, on se tait, etc. Moi, je pense, c'est pas ça que j'ai voulu, c'est pas ça que j'ai voulu dire, hein. Ce que j'ai voulu dire, c'est que demain, le commercial, s'il veut exister face à l'intelligence artificielle, face à l'inbound marketing, face à le marketing automation, au chatbot, au robot, etc., il va falloir, on l'a vu, qu'il se différencie, qu'il crée de la valeur, qu'il n'est pas reproductible par l'intelligence artificielle.
Et ça va passer par sa capacité à savoir raconter des histoires pour créer l'émotion, transmettre cette émotion à son client, mettre en scène ses produits. Donc vous allez devoir avoir des gens qui vont avoir un niveau, qui vont cultiver ce niveau-là, hein. Ils vont apprendre à le faire, mais s'ils veulent exister, il va falloir qu'ils se positionnent tout en haut de cette fameuse pyramide de Maslow où on a la chaleur ajoutée, et on va avoir besoin de personnes qui sont capables, en rendez-vous, lors d'un call, lors d'une présentation, à tout moment, toute étape du cycle de vente, d'arriver à recréer ça et le recréer systématiquement, hein. Les acteurs, ils arrivent à le faire tout le temps. Voilà. Donc à avoir cette capacité à pouvoir recréer cette émotion-là auprès du client, parce que la technique de vente traditionnelle ne suffira pas et celle-ci, elle va être complètement automatisée. Et ça, moi je parle des vendeurs, mais je vous disais tout à l'heure, on est tous des vendeurs, hein. Tous les jours, on vend des choses à nos enfants, à notre patron quand on veut une augmentation ou quand on veut quelque chose. Dans les projets que vous réalisez, vous êtes toujours en train de vendre des choses. Et donc, on peut se l'appliquer. On peut se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en vente, j'essaie de persuader quelqu'un, je pousse mes idées, ou est-ce que je ne peux pas essayer d'embarquer les gens avec moi dans mon aventure en disant, ben voilà, on va co-construire une solution avec les enfants, on va essayer pour les faire manger quelque chose, on va essayer de leur raconter peut-être une histoire, on va essayer de les emmener avec nous à penser ça, mais avec une autre façon de faire que la façon descendante du commercial vers son client qui, à mon avis, a très peu de chances de perdurer. Voilà, écoutez, bah, j'ai fini mon intervention. Je ne sais pas du tout si je suis dans les temps. Je regarde le timekeeper. On est bon. Voilà à peu près les notions que je voulais vous faire passer. Si on devait retenir un seul point, quelle valeur ajoutée on va devoir créer, sur quel domaine on va devoir se positionner par rapport à l'intelligence artificielle. Et la réponse que j'aurais à vous donner aujourd'hui, telle que je l'aperçois, c'est aller vers l'émotion, là où l'intelligence artificielle ne peut pas aller aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains d'entre vous se sentent concernés, ont des équipes commerciales qui sont dans ce cas-là? Est-ce que vous avez des expériences à partager? Oui. Oui, je pense qu'on aurait pu aussi aborder, parce que je le vois beaucoup en complément en fait entre le marketing et les ventes, comme non pas un remplacement total du métier, mais comme un soutien, un support à la vente et au marketing par rapport aux nouveaux outils. Et je pense qu'on aurait pu aussi aborder l'aspect marketing prédictif, avec l'analyse de tendance par rapport au big data. Et je pense que demain, en tout cas dans la fonction de marketing, on aura de plus en plus d'informations sur l'utilisation, le comportement de nos clients. Et ça peut être aussi un des points sur lesquels on pourra s'appuyer pour accélérer notre business. Ouais, je suis complètement en phase, hein, et les produits que je développe aujourd'hui sont totalement là-dedans, analyse big data pour pouvoir prédire des choses. C'était slide 2, c'était un peu ce côté Minority Report, c'est-à-dire que demain, oui, on va faire des commerciaux augmentés, on va leur donner tous les outils. Je vous parlais de l'oreillette, je vous parlais de la lentille. Moi, l'oreillette ou ma petite lentille me dirait, tiens, j'ai affaire à telle personne qui, son comportement d'achat, si on est en B2C, est plutôt comme ça, c'est plutôt quelqu'un d'impulsif ou pas, quelqu'un de raisonné, il a fait tant d'achats cette année, il appartient à telle société qui dépense tant de chiffre d'affaires, qui a recruté tant, etc. On a toutes les infos. Ce qui est dingue, c'est qu'on a ce big data, on a toute l'information. On l'a déjà aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, dans mes outils, je suis capable de dire appelle-le à tel moment, c'est le moment, parce qu'il est venu aujourd'hui écouter une conférence, il a vu un outil, une bonne marketing, il a fait un tweet, donc c'est le moment de l'appeler. Alors, ça reste un peu basique aujourd'hui, mais l'information, on en a de plus en plus. Juste sur le big data, ce qu'il faut que tout le monde ait en tête, c'est qu'on crée plus d'informations. Alors, ça, c'est un chiffre d'il y a 2 ans. En 2014, en un an, on avait créé plus d'informations que dans toute l'histoire de l'humanité. Je pense que là, aujourd'hui, en 2018, dans les 6 premiers mois, on va recréer plus d'informations que dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est exponentiel. Et justement, cette intelligence, on en aura artificielle, et cette analyse des tendances, on va en avoir besoin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas humainement gérer ce volume d'informations. C'est ce qu'on appelle l'infobésité ou le mur d'informations qui nous arrive. Donc oui, on va être dans des solutions de techno. Oui, et effectivement, on aurait pu faire vraiment que de la techno. Moi, ce que je voulais, c'était, je pense qu'il faut qu'on change un peu de paradigme. Il faut qu'on aille vers autre chose. Il faut qu'on change la vente. Il faut que la vente, elle ne soit plus, même si on a tous les outils pour bien le faire, descendante. Il faut qu'on amène nos prospects à devenir des partenaires. Il faut qu'on soit facilitateur et il faut qu'on crée de la valeur avec eux autour de nos solutions, peut-être même avec des compétiteurs, peut-être avec d'autres partenaires, mais pousser nos produits
uniquement, ça va être compliqué. Voilà, ça va être de plus en plus compliqué. D'autres retours? Oui. Ah bah oui, effectivement. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, hein, la matrice décisionnelle, moi, c'est aussi un des points importants. Nous, dans nos solutions, on a ce qu'on appelle la power map, où on classe les gens en fonction de leur niveau d'influence et de décision. Donc, c'est des choses qui sont faites plutôt par des grands comptes dans les sociétés. Il faut avoir le temps de le faire, ça demande la réflexion. Voilà, c'est pas de la vente transactionnelle, on est plutôt sur des cycles de vente un peu plus longs. Effectivement, le cycle de vente en tant que tel, on s'aperçoit, bon, l'objectif aujourd'hui, c'était pas forcément de faire un cours sur la vente et le cycle de vente, mais effectivement, on s'aperçoit que, moi je vous parle du commercial du futur, mais commercial d'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses à faire et de basiques à remettre au centre de son activité. Mais c'est pareil, ces basiques-là, je pense qu'il faut les aborder un peu différemment. Tout à l'heure, quand je disais on vend à des personnes, euh, je parlais d'intelligence émotionnelle, l'énergie qu'on peut dégager lors d'un rendez-vous, etc. Euh, je pense que c'est des choses à enseigner auprès des équipes commerciales qui vont être aussi importantes que la technicité, que bien faire un devis, que de suivre les étapes des différentes méthodes de vente qu'on a tous suivies, hein. Moi j'en ai suivi, et vous avez dû en suivre, les pains, comment j'y réponds, etc. Et je me rappelle, moi, il y a déjà une dizaine d'années, j'avais suivi une méthode de vente et on était déjà dans cette idée d'émotion et de surprise, etc. Parce que enfin, vous connaissez tous le concept, j'identifie les problématiques chez mes clients, puis je vais apporter des solutions, hein. Je vous résume la vente très simple, hein, on va pas faire 2 heures de speech là-dessus, mais à l'époque déjà, moi j'avais vu et je vous assure que c'est vrai, comment dire, le formateur, c'était aux États-Unis, il s'appelait Guru Ganesh. Et je l'invente pas, il s'appelait Guru Ganesh. C'est un gourou, un site avec un turban. J'ai vu arriver le mec, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il va nous apprendre sur la vente? C'était complètement fou. Et lui nous disait l'étape ultime, il le disait déjà à l'époque, l'étape ultime, c'est pas de savoir alors, on identifie le pain, on le mesure, on le quantifie, quel est le problème dans l'entreprise, combien ça coûte à l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut lui faire gagner, donc le ROI, vous connaissez la suite. Et lui disait, le summum, c'est de savoir pourquoi la personne en face de vous, votre interlocuteur, va acheter à titre personnel votre solution, pas pour l'entreprise, pas pour les besoins. Pourquoi lui? Qu'est-ce que ça lui apporte à lui? Est-ce que ça va lui donner une promotion? Est-ce que ça va lui permettre de régler un conflit avec ses équipes? Pourquoi lui, à titre personnel, quel est son intérêt perso à acheter votre produit, votre solution? Donc on était déjà dans ce besoin d'aller toucher l'individu. Mais je rejoins les basiques de la vente. D'autres remarques, retours? Oui. Oui, tout à fait. Alors, moi, de ce que j'ai vécu, je vous ai parlé tout à l'heure de CSM, donc Customer Success Management. Je pense que dans l'IT, chez les éditeurs, si c'est une solution IT, hein, ce que vous vendez, je pense que c'est juste incontournable. Je ne sais pas si vous avez des équipes qui font ça aujourd'hui. Moi, je pense même que c'est ce qui va presque supplanter demain les commerciaux. Moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de business à travers finalement le CSM plutôt qu'en direct. Alors oui, les commerciaux vont ouvrir des portes, vont ouvrir des nouveaux marchés, mais derrière, en fait, la fidélisation, j'allais dire le déploiement au sein d'un compte va se faire par cette cellule CSM. Donc les CSM, c'est quoi? Ce sont des personnes, ça veut dire Customer Success Manager ou Customer Care. Vous allez entendre ce genre de mots, Customer Care ou en charge de la relation client. Alors ça dépend des terminologies, mais ce sont des gens qui vont tout faire, je dis bien tout faire, pour que le client soit satisfait de la solution qu'il a achetée. Et quand je dis tout faire, nous on va chez nos clients jusqu'à leur écrire des mails de prospection. C'est pas du tout notre métier, c'est pas du tout notre raison d'être. Mais on se dit que si on le fait pas nous, il le fera pas lui, il sera pas content de la solution. Donc on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Et souvent en fait dans dans les solutions IT ou autres, alors moi j'attaque des populations sales, hein, donc c'est des commerciaux qui utilisent ma solution. Euh, la clé, c'est d'arriver à faire toucher à l'utilisateur la valeur ajoutée du produit. Une fois qu'il a perçu, sur un exemple très concret, hein, la valeur ajoutée, et une fois que vous l'avez mis dans sa routine, donc nous on essaie de créer des routines, à chaque fois que tu vas en rendez-vous, tu utilises le produit à tel moment, le matin, utilisateur. Donc on essaie de créer des routines et des usages très simples du produit, peut-être sur 10% de la valeur globale du produit. Une fois qu'on a ancré ça, ça démarre. Et ça, c'est du contact physique, parce qu'on a fait webinar, on a fait les supports enfin vous connaissez un support de vente, les vidéos, les tutos, etc. Honnêtement, enfin moi chez les commerciaux, ça sert à rien. Les mecs ils vont pas lire, on se fait plaisir, on fait des vidéos, on fait plein de trucs, hein.
Mais vraiment, ce qui marche pour moi le mieux, ce que j'ai vu, même quand nous on achète des produits, ce qui marche le mieux, c'est le contact humain. Donc nous, maintenant, on n'envoie plus des formateurs chez nos clients. Moi, j'envoie mes commerciaux chez mes clients, former les commerciaux des clients, pour qu'ils se parlent entre eux, qu'ils se refilent les bonnes pratiques, et toujours pareil, pour pas que ce soit descendant. On parlait de partenariat, il faut avoir des discours comme ça de pair à pair. Donc Customer Care, si vous êtes dans l'industrie, c'est essentiel. Bah, écoutez, si je reste disponible, hein, je suis dans les parages, je vous remercie de votre écoute, de votre attention, et je vous souhaite une belle journée.